Merci beaucoup pour cette invitation à introduire le séminaire aujourd'hui. Donc, c'est une intervention qui est issue de discussions avec Joël Lallier, qui m'a donné la tâche d'essayer de tracer les contours d'une discussion commune pour ce soir. Alors, c'est une introduction, Joël l'a dit, qui est située et qui est subjective aussi, qui est basée sur mon expérience de praticienne de la recherche depuis plus de 10 ans au sein de l'organisme, et non sur mes travaux de recherche à proprement parler. C'est donc une expression personnelle qui ne saurait représenter l'Institut. Alors, quelques mots de présentation pour commencer. Donc, je suis chercheuse à INRAE depuis 2013 dans le domaine des sciences de l'environnement. J'ai aussi réalisé mon deuxième postdoctorat dans des conditions un petit peu particulières parce que j'étais basée au siège de l'Institut pendant ce postdoc. Mes recherches se sont et continuent de s'appuyer principalement sur l'exploitation de grandes bases de données, qu'elles soient climatiques ou agricoles, afin de mieux comprendre le rôle de la variabilité climatique, l'organisation spatiale et les systèmes de production eux-mêmes sur l'instabilité de la production agricole française et mondiale. À ce titre, mes travaux s'inscrivent dans ce qu'on appelle les grands défis mondiaux et en particulier les enjeux de disponibilité alimentaire. Le changement climatique constitue un fil rouge de mon parcours de recherche depuis ma thèse et progressivement, ça m'a conduite aussi à m'interroger sur la relation que la recherche entretient avec sa propre empreinte carbone. Le déni étant un élément constitutif central de nos sociétés, dans la recherche, à INRAE notamment, le changement climatique est à la fois omniprésent et paradoxalement, jusqu'à récemment, largement aussi un impensé dans ses implications concrètes au niveau du travail scientifique. C'est pourquoi j'ai cofondé le collectif Labo 1.5 avec Olivier Bernet en 2019. Donc, c'est un collectif qui est tourné vers l'écologisation de l'ESR par la base, en s'appuyant sur l'autonomie scientifique. Et j'ai ensuite dirigé le groupement de recherche associé et je mène également des travaux de recherche sur ces questions de décarbonation de la recherche. Donc, c'est un point de vue situé par des travaux très macroscopiques, avec le défaut d'être souvent trop peu attentif aux conditions locales de la production agricole ainsi qu'aux filières, par exemple, donc aux conditions socio-économiques. Mais aussi un point de vue situé par plus de 6 années maintenant à travailler sur une transformation de la recherche de l'intérieur, tout en observant ses résistances, ses contradictions et son délitement aussi. C'est aussi un point de vue qui est situé au sein d'INRAE par le fait que j'ai principalement mené des recherches au sein d'unités de recherche en agronomie, et en particulier en agronomie systémique. Donc c'est une composante seulement des unités INRAE qui travaillent sur les questions agricoles et d'environnement. Il y a aussi la zootechnie, l'écophysiologie, la génétique, etc. Et il y a une culture dans les UMR d'agronomie systémique qui est une culture historique de dissidence au sein d'INRAE. Donc, pour finir de situer ce propos, je voudrais ajouter pour celles et ceux qui connaissent moins bien INRAE que c'est un institut qui est assez différent du CNRS ou des universités par sa culture. Une culture qui est historiquement marquée par l'ingénierie. C'est un institut qui a été créé en 1946 sous l'autorité du ministère de l'Agriculture du gouvernement provisoire comme un outil de modernisation de l'agriculture française. Il est écrit que son objectif, à sa création, c'est l'amélioration et le développement de la production végétale et animale et la conservation et la transformation des produits agricoles. À l'heure actuelle, une partie des recherches qui sont menées à INRAE restent finalisées. Et donc, INRAE dépend de 2 tutelles, pas seulement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais aussi du ministère de l'Agriculture qui commande des rapports d'expertise, qui pilote des programmes de recherche prioritaires, etc. Donc, en tant qu'agent INRAE, cette culture moins académique et plus pilotée et perceptible, en particulier lorsqu'on a passé du temps dans des unités proches de l'université ou CNRS. Donc, l'évaluation aussi, elle est différente. Par exemple, le recrutement en chargé de recherche se fait sur des postes fléchés. L'évolution en directeur et directrice de recherche implique de s'inscrire dans les axes stratégiques de l'Institut. C'est des concours qui sont organisés avec un rôle important joué par les départements de recherche et contrairement notamment au CNRS et au CNU, sans recours à des jurys composés de pairs élus. Donc, étant donné le rôle central de la stratégie scientifique de l'organisme dans les recherches qu'on y mène, on peut peut-être s'arrêter quelques instants sur qui la dirige, qui dirige cet institut et qu'est-ce que cette stratégie nous dit. Donc, depuis 2016, l'Institut est dirigé par l'ingénieur des ponts, eaux et forêts Philippe Mauguin, qui est aussi ancien directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll entre 2012 et 2016, donc sous François Hollande, et qui était aussi un ministre artisan et défenseur d'une agriculture française agroécologique, tel qu'il l'avait défini dans la loi d'avenir agricole de 2014. Donc, agroécologie, c'est un concept qui est large et qui, pour Stéphane Le Foll, en tout cas dans cette loi, vise à promouvoir des modes de production biologiques qui combinent performance économique, sociale, qui favorisent l'emploi, la protection de l'environnement et des paysages, et qui contribuent à l'atténuation des effets du changement et à l'adaptation aux effets du changement climatique.
Donc en 2020, suite à la fusion de l'INRA avec l'IRSTEA, qui a donné donc INRAE avec ce E, Philippe Mauguin est reconduit pour 4 ans, puis à nouveau en 2024. Son mandat court donc jusqu'en 2028. Donc suite à cette fusion INRAE-IRSTEA, qui est un organisme qui travaillait plus sur l'eau, c'est l'ancien CEMAGREF, est créé le plan INRAE 2030, suite à un important travail de construction collégiale au sein de l'Institut. Et INRAE 2030 intègre l'agroécologie de façon explicite et assez centrale dans ses orientations stratégiques. On trouve par exemple dans la deuxième orientation stratégique accélérer les transitions agroécologiques et alimentaires en tenant compte des enjeux économiques et sociaux, progression vers des agricultures sans pesticides de synthèse, favoriser la transition des élevages, une approche globale de la santé. Donc actuellement, il y a un nouveau plan qui est en cours d'élaboration, qui est lié à l'évaluation à mi-parcours de INRAE 2030. Et les premiers éléments discutés lors des conseils scientifiques de département laissent penser que le vocabulaire va évoluer pour laisser une place moindre aux notions afférentes à la transformation agroécologique et plus de place à l'adaptation au changement climatique et aux innovations technologiques, mais ça reste à confirmer, je n'ai pas d'informations directes. Alors dans cette intervention, je vais vous parler de différentes choses. Je vais évoquer les mouvements sociaux et syndicaux récents. Je vais m'arrêter sur le plan éco-phyto, qui a subi des transformations importantes récemment, ainsi que sur la fameuse loi du plomb. Je vais revenir, comme l'a dit Joël, sur la façon dont la science a été sommée de trouver des solutions aux problèmes soulevés dans ces mouvements sociaux et aux différentes attaques auxquelles INRAE a été soumise pour essayer de réfléchir aux stratégies individuelles et collectives que nous pourrions adopter. Donc, comme ça a été rappelé, en novembre 2024, il y a une action qui est menée par une centaine d'agriculteurs, drapeau de la FNSEA et des jeunes agriculteurs à la main, devant le siège de l'INRAE. Ils montent un mur de parpaing tôt le matin devant l'entrée du siège pour symboliser donc le mur de contraintes imposé par la recherche aux agriculteurs. Et donc la presse est présente, un manifestant prend la parole, il dit « On finance un institut national à 1 milliard d'euros par an et moi sur ma ferme, je vois rien, elle sert à rien l'INRA, toute cette gabegie d'argent. L'INRA travaille pour l'agriculture en 2050 avec les bobos. » Dans la journée, INRAE publie un communiqué de réponse qui se conclut par « Notre institut est une force pour l'agriculture française. Nous réaffirmons avec engagement notre engagement au service du bien commun et de l'ensemble des citoyens pour concevoir des systèmes agricoles, alimentaires sains et durables. » Donc, mettre en doute l'utilité de l'INRAE, ce n'est pas le seul apanage des agriculteurs mobilisés par leurs syndicats. Cette rhétorique reprend à quelques semaines d'écart celle portée par certains élus, et en particulier le sénateur Laurent Duplomb, porteur de la loi éponyme, ancien éleveur, proche de Laurent Wauquiez, ancien représentant de la FNSEA à la Chambre d'agriculture de Haute-Loire, qui avait demandé, lors de l'audition de Philippe Mauguin pour son renouvellement à la tête d'INRAE en octobre 2024, donc quelques semaines avant, « Votre institut compte 11 000 salariés et a un budget de plus de 1 milliard d'euros. Il serait normal, voire bienvenu, de poser à tous les agriculteurs de France la question suivante. L'INRAE vous a-t-elle servi à quelque chose cette année ?» Ce jeu de ping-pong verbal au Sénat est ancien, il n'est pas nouveau. Déjà en 2020, lors de l'audition précédente donc de Philippe Mauguin, Laurent Duplomb lui avait lancé « Je veux bien vous apporter ma confiance, monsieur Mauguin, mais je veux que vous me fassiez une promesse, que les fonctionnaires de l'INRAE respectent tous la neutralité des fonctionnaires. Je vois trop dans la fonction publique des gens qui, s'exprimant au nom de l'État, alors qu'ils devraient être neutres, laissent transpirer leur vision personnelle et leur conception politique. » L'absence de neutralité qui est pointée ici se matérialise, selon ce sénateur et d'autres, dans une défense de l'agroécologie qui serait portée par INRAE. Pour Laurent Duplomb, l'agroécologie, c'est une sorte d'auberge espagnole qui rassemble tous les éléments de la paresse intellectuelle et des poncifs anticapitalistes. Donc, il n'a pas fallu trop attendre, après ces premières mobilisations début 2024, pour que les coupables soient désignés par cette fraction des mondes agricoles, politiques et syndicaux. Et l'un des coupables est le plan Éco-Phyto. Donc, le plan Éco-Phyto, c'est un plan qui a été lancé dans le cadre du Grenelle de l'environnement par Jean-Louis Borloo, donc ministre de Sarkozy en 2008. Et c'était un engagement politique ambitieux de limitation de la dépendance à l'égard de l'utilisation des pesticides, tous pesticides confondus, herbicides, insecticides, fongicides. Donc, l'objectif du plan Éco-Phyto et de ses premières déclinaisons, c'est la réduction de l'usage des pesticides et de leur impact sur l'environnement et la santé, avec un calendrier et des objectifs chiffrés. D'abord, division par 2 de l'usage des pesticides d'ici 2018, puis des réévaluations successives, Éco-Phyto 2, Éco-Phyto 2+, avec d'abord 25% en 2020,
puis 25% en 2025 et une sortie progressive du glyphosate, et puis ensuite 50% en 2030. Et ce plan éco-phyto, il est adossé à des travaux de recherche dans lesquels un grand nombre de scientifiques INRAE étaient impliqués dans des domaines très variés, de l'agronomie, de l'entomologie, de l'économie de l'environnement, de l'écologie des paysages, etc. Donc, quelque chose peut-être d'important à noter, c'est que ces travaux étaient pour beaucoup appuyés sur un travail de terrain, non seulement de la récolte de données, mais avec une forte dimension participative impliquant agriculteurs, représentants et pouvoirs publics, et donc loin d'être déconnectés de la réalité du travail agricole et des filières agricoles. Un élément central des plans éco-phyto successifs, c'était l'utilisation d'un indicateur de suivi de l'usage des pesticides, le NODU, proposé par les scientifiques de l'INRAE, en concertation avec les pouvoirs publics, pour suivre de façon fine l'usage des pesticides en France, toutes cultures confondues. Et que ce suivi fournisse une information qui soit cohérente dans le temps, c'est-à-dire qu'il fallait que cet indicateur ne soit pas sensible à des changements de réglementation ou de dosage ou de concentration de substances actives, dont on sait qu'elles évoluent dans le temps. Donc imaginez par exemple qu'arrive sur le marché un nouvel herbicide qui serait actif à 1 gramme par hectare au lieu de 1 kg par hectare. Le NODU est prévu pour ne pas bouger, pour ne pas osciller, étant donné que les pratiques agricoles n'ont pas changé. Donc tout indicateur a ses défauts, mais celui-ci, il a été beaucoup défendu par les scientifiques pour sa robustesse et sa capacité à mesurer non seulement des usages, mais aussi plus généralement une dépendance aux pesticides. Le directeur de l'ONG Génération Future dit du NODU qu'il est impitoyable. Le NODU, calculé sur 15 années, montre une absence de réduction de l'usage des pesticides en France. Donc, sa valeur augmente, puis elle rediminue. Et en 2022-2023, sa valeur est très proche de celle de 2009, sauf pour les produits classés les plus cancérigènes qui, eux, ont fortement diminué. Étant donné cette absence de diminution de l'usage et de la dépendance aux pesticides, c'est un plan qui a été critiqué pour ses échecs macroscopiques successifs et qui a aussi symbolisé l'impuissance, pour certains, des pouvoirs publics à réduire la dépendance de la France à ces produits. On reste le premier utilisateur européen de pesticides. Il est souvent avancé que ce plan est un échec. C'est un constat qu'il faut certainement nuancer. En plus de la diminution drastique de l'utilisation des produits les plus cancérigènes, on peut par exemple s'intéresser au réseau des 3000 fermes défis, qui étaient les fermes qui, dans ce plan, bénéficiaient de conseils gratuits pour la réduction des pesticides. Elles sont des fermes dans lesquelles la fréquence de traitement a baissé de 18 à 38%. On peut aussi noter que les agriculteurs pairs observateurs qui ne bénéficient pas directement du conseil dans le cadre de ce plan ont aussi baissé leur usage de pesticides. Les mouvements socio-agricoles du début de l'année 2024 avaient pour objet, et ça a été beaucoup dit par les sociologues et les politistes notamment, le revenu agricole et le partage de la valeur. C'est des mouvements qui sont partis d'Occitanie, c'est à nouveau le cas en 2025 et à nouveau en 2026, qui sont pluriels, qui sont soutenus par un ensemble de syndicats, la FNSEA, les jeunes agriculteurs, oui, mais aussi la Confédération paysanne et la coordination rurale. Et ces mouvements pourraient être aussi interprétés comme résultant d'impasse du modèle agricole actuel. À la fois, donc un modèle qui est à la fois très fortement dépendant des marchés mondiaux pour ses exportations, qui sont massives dans certaines filières, comme le blé ou le vin, mais aussi fortement dépendant des importations pour les engrais, les protéines végétales qui servent à nourrir les animaux, les pesticides ou, et c'est central, les énergies fossiles. À l'heure actuelle, les rendements français pour de nombreuses cultures sont en stagnation, en lien avec le changement climatique, directement ou indirectement. Les charges augmentent du fait de cette dépendance aux énergies fossiles notamment, et donc de nombreux agriculteurs sont bien évidemment exempts du point de vue de leurs revenus. Cependant, suite au mouvement du début de l'année 2024, et donc en attendant que le salon de l'agriculture qui est en février passe, le gouvernement Attal décide de mettre sur pause le plan éco-phyto, sur la base de son échec, dans un contexte de pression de la FNSEA, qui s'est immédiatement réjoui de cette décision. Et dans le narratif qui est avancé par les pouvoirs publics, il est notamment question d'une remise à plat des indicateurs de suivi de l'usage des pesticides. Cette remise à plat, défendue très directement par le ministre Marc Fesneau, est basée sur le fait que le NODU serait trop complexe, qu'il mesurerait mal la toxicité, c'est-à-dire les impacts des molécules utilisées, ce qui n'était pas son objectif, c'est un indicateur qui mesure des usages. Et le NODU était aussi dans la ligne de tir de la FNSEA. Le président de la FNSEA avait par exemple qualifié le NODU d'indicateur loose.
En mai 2024, donc après cette pause, le gouvernement revient avec un nouveau plan Ecophyto 2030 qui garde les objectifs d'une réduction de 50%, qui promet de maintenir les objectifs en matière de protection de diversité, mais qui met au cœur du dispositif un nouvel indicateur de suivi, qui s'appelle le HRI1. Donc c'est un indicateur qui a été proposé par l'UE précédemment, il y a plus de 10 ans, dans le cadre de sa stratégie Farm to Fork, et qui est présenté par les industries pharmaceutiques, les industries de produits phytopharmaceutiques comme étant plus pragmatiques que le NODU. Mais si on calcule cet indicateur de façon rétrospective, lui suggère, contrairement au NODU, que l'usage des pesticides a baissé depuis plus de 10 ans et aussi de manière très importante depuis 2018. Cet indicateur, à vrai dire, à la substitution d'une molécule près pourrait montrer que la France a atteint les objectifs d'une diminution de moitié de l'usage des pesticides, qui était l'objectif initial. Donc on remplace un indicateur par un autre, un choix qui peut paraître technique, qui a été extrêmement critiqué par les scientifiques impliqués qui voient un délestage des objectifs initiaux de transformation des pratiques agricoles et de leur ambition, et qui est et a été pendant longtemps, j'ai presque envie de dire, obsessionnellement au centre des discussions entre les agronomes et les écologues à INRAE depuis plus d'un an. Donc sur cette séquence, on peut voir, si la description résumée que j'en ai fait paraît acceptable, une intrication entre mouvements sociaux, leur traduction politique partielle et in fine leurs effets sur des modalités d'observation et de transformation du réel. Donc ce qui s'est joué sous couvert d'argumentation scientifique, c'est une bataille politique qui a été perdue, en emportant avec elle un énorme travail de co-construction et de nombreux travaux scientifiques. Donc des petites décisions presque techniques, parfois illisibles, qui prennent leur sens dans le cadre de la nouvelle doctrine gouvernementale en termes d'agriculture, qui met en avant une formule, y compris dans le nouveau plan Ecophyto, qui est « pas d'interdiction sans solution ». Donc s'il était sans doute difficile pour l'autorité politique de rassembler autour de la question du revenu des agriculteurs, surtout à très court terme, en raison de la très grande diversité des situations vécues, il est probablement plus simple politiquement de rassembler autour des normes et de la bureaucratie. Donc une simplification des normes, un grand désherbage des normes, selon les sénateurs du Plomb, est alors proposé comme solution à la crise agricole. Sont promulguées alors 2 lois, une loi d'orientation puis une proposition de loi. Premièrement, une loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire portée par la nouvelle ministre Annie Genevard, qui propose un cadre, soutien à l'innovation, politique renouvelée en faveur de la transmission des exploitations agricoles, simplification comme élément contribuant à la compétitivité du secteur. Donc ce plan, c'est un plan qui mentionne toujours l'agroécologie et ses objectifs, et la transition, et le climat, et le changement climatique, mais c'est une loi dans laquelle il est à la fois question de soutien, par exemple, à la plantation de haies, complexification du paysage, et en même temps, qui choisit et qui propose de mettre fin aux amendes et aux sanctions pour atteinte à l'environnement qui pouvaient toucher les agriculteurs. Et ça, il met au cœur ce plan la notion de souveraineté alimentaire et agricole. En réalité, cette définition, quand on regarde les documents gouvernementaux, est réduite à celle d'autosuffisance alimentaire ou auto-approvisionnement, c'est-à-dire produire de quoi couvrir la totalité de la demande alimentaire nationale, y compris même au-delà des produits agricoles en biomasse totale. Pourtant, la souveraineté agricole peut être aussi définie, et est souvent définie, comme le droit d'établir de façon souveraine ses propres politiques agricoles et alimentaires pour assurer la sécurité alimentaire de sa population. Donc cette loi d'orientation, elle parle d'un côté de fertilité des sols, d'approche agroécologique, de perte de biodiversité, précise, et c'est intéressant pour un document officiel, qu'il est irréaliste de tabler sur une augmentation des rendements, mais elle mentionne aussi, ou en même temps, la possibilité de stocker de l'eau de façon saisonnière, donc les fameuses méga-bassines, et ne mentionne nulle part les problèmes sanitaires liés à l'utilisation des pesticides dans l'agriculture en France. Arrive ensuite la loi Duplomb, donc qui s'inscrit dans le cadre de cette grande loi d'orientation. Loi Duplomb qui s'appelle loi visant à lever les contraintes de l'exercice du métier d'agriculteur, votée pendant l'été 2025 en procédure accélérée. Elle est présentée comme une réponse à la détresse du ou des mondes agricoles dans la lignée de cette loi d'orientation. Donc on ne présente plus cette loi Duplomb, ni les débats qui ont mené à son adoption, mais on pourra retenir peut-être grossièrement ce qu'elle propose. Facilitation de l'agrandissement des élevages intensifs, retenue collinaire, réintroduction dérogatoire de certains pesticides si les alternatives sont inexistantes ou manifestement insuffisantes, qui est l'un des articles les plus conflictuels,
et fin de séparation entre conseil et vente de pesticides. Donc il n'est pas clair pour moi comment cette loi permet de faire avancer la souveraineté alimentaire dans la mesure où elle semble surtout concerner des cultures non vivrières telles que la betterave à sucre, ni la sécurité alimentaire, qui est d'ailleurs souvent un concept souvent utilisé à la place de disponibilité alimentaire dans le débat public, ni l'autonomie alimentaire dans la mesure où elle ne semble pas adresser la question de la dépendance aux importations d'intrants et d'énergie fossile. Ce que cette loi ne propose pas de faire, c'est de prendre en charge l'avenir de l'agriculture et des agriculteurs, leurs revenus et leur santé, de répondre aux attentes massives des citoyens en termes de baisse des pesticides. Rappelons donc la pétition à 2,1 millions de signatures, 50% des citoyens opposés à la loi Dupont. Elle ne propose pas non plus de prendre en charge les coûts cachés du modèle agricole dominant, 80% des insectes volants en moins, 95% en biomasse, 30% des oiseaux en moyenne en moins depuis 30 ans et un très grand nombre croissant de maladies professionnelles pour les agriculteurs qui manipulent ces produits. Dans un discours prononcé depuis Rungis le 8 décembre dernier, la ministre Annie Genevard fournit le cadre politique de toutes ces décisions. Elle déclare « c'est la guerre agricole qui se prépare », à la fois sur le terrain agricole et agroalimentaire. Et donc elle pose un cadre assez malthusien dans lequel la population augmente, il faut nourrir le monde, etc. La pollution est sous contrainte et il nous faut donc un grand plan et cela avance grâce à la loi Duplon. Résumons donc. La séquence ouverte en 2024 aura entraîné un très clair changement de cap, d'abord présenté avec une forme d'équilibre avec les objectifs précédents en matière de santé et d'environnement, puis sur des bases scientifiques très peu fondées, CF le nouvel indicateur, puis contre l'agronomie, l'écologie et l'épidémiologie, et enfin au nom du bon sens, mot d'ordre de la FNSEA, voter bon sens, et mot de conclusion du discours de la ministre le 8 décembre. Et je ne dis pas un mot sur l'ANSES dont la mise sous contrôle a poussé le directeur actuel à mettre en jeu sa démission, dont mon collègue François Dedieu va nous parler. Cette séquence s'est accompagnée de délégitimation, de petites phrases directement adressées au PDG d'INRAE, comme on l'a vu, aux scientifiques sur le terrain, aux agences de régulation ou encore aux journalistes s'enquérant des objectifs agroécologiques. Je vous en donne deux. 22 mai 2024, député RN Grégoire de Fournas. Je m'interroge donc sur l'utilisation d'1 milliard d'euros confiés annuellement à l'INRAE. Quelle part de cet argent finance les partisans de la décroissance? Cette opinion, surtout venant de scientifiques, est tout à fait respectable. Dans la mesure où nous devons défendre notre souveraineté alimentaire, ne perdons-nous pas cependant du temps et de l'argent? Laurent Duplon, juillet 2025. Beaucoup de promoteurs de l'agroécologie se satisferaient bien d'une liquidation de notre agriculture pour des raisons environnementales. L'agroécologie serait, pour ces promoteurs, l'avenir de l'agriculture française, européenne, voire mondiale, alors qu'il s'agit d'une auberge espagnole avec les poncifs anticapitalistes. Voilà. Ici, l'important n'est pas tant l'anecdote que ce que ça révèle sur les rapports entre science et politique agricole pour voir ce qui se joue dans cette contestation politique des sciences et une volonté de faire plier l'organisme pour orienter ses politiques scientifiques. Alors, ou peut-être parce que l'INRA puis l'INRAE a été un pilier scientifique de la modernisation de l'agriculture française, elle se retrouve à l'heure actuelle prise au centre des crises agricoles et sommée de trouver des solutions. Semons la science, récoltons des solutions, nous disent les vœux de la nouvelle année du PDG d'INRAE. Des vœux qui répondent, peut-être un clin d'œil, aux demandes très appuyées de certains syndicats, groupements d'intérêt et élus. Il est question de solutions, bien sûr, mais aussi de services rendus aux agriculteurs. Par exemple, le sénateur Per Kuper s'inquiète que le service rendu aux agriculteurs par INRAE ne soit une notion un peu perdue de vue ou ne soit plus que conditionnelle. L'agriculture, oui, mais seulement si elle est agroécologique. La lecture des expertises collectives d'INRAE, il y en a eu beaucoup, par exemple sur l'arrêt du glyphosate ou l'arrêt de l'usage des pesticides en France, une France sans pesticides, montre que les experts mobilisés recommandent systématiquement des solutions systémiques, c'est-à-dire des solutions qui impliquent une reconception fondamentale des systèmes de production avec un très haut niveau de technicité agronomique qui allie diversification des cultures, à la fois dans l'assolement et dans les rotations, réintroduction de haies, de prairies, plus généralement un souci des mosaïques paysagères, dates de semis ajustées, agroforesterie, intégration d'élevage et des cultures, interculture, mélange variété, etc., etc., avec de nombreux co-bénéfices en termes de biodiversité, d'atténuation du changement climatique ou d'adaptation. Donc ces solutions systémiques sont opposées à celles qui impliquent une simple substitution. Par exemple, on arrête un pesticide et on le remplace par un produit de biocontrôle, d'une molécule par un autre. À l'audition de Philippe Mauquin, Pierre Cuypers toujours déclare « Monsieur Huyghe nous avait expliqué que la solution ne viendrait pas de la chimie,
mais d'un bouquet de solutions systémiques. Mais cela peut sembler incroyablement abstrait et compliqué pour les agriculteurs qui, eux, sont sur le terrain. On peut donc se demander des solutions, oui, mais lesquelles et pour qui? Dans quelle mesure cette injonction aux solutions, qui paraît somme toute logique, voire humaine d'un point de vue des impasses techniques rencontrées sur le terrain, n'est pas une redoutable machine de tri des activités scientifiques? Revenons aux betteraves. Il se trouve justement qu'en ce qui concerne les maladies de la betterave, qui a été au centre de nombre de discussions, il existe des solutions. Plusieurs rapports de l'ANSES ainsi qu'une synthèse quantitative d'essais expérimentaux européens, très gros volume de données, avaient par exemple montré qu'il est possible de substituer l'acétamipride par 2 pesticides non néonicotinoïdes. Et il y a eu aussi un très grand programme qui avait été lancé sous le ministre Julien Denormandie, qui avait un temps réautorisé l'usage des néonicotinoïdes, qui proposait nombre de solutions opérationnelles. Mais cette dialectique de l'absence de solution pour la filière a continué à faire son chemin. Très récemment, la ministre Jeanne Var a demandé à INRAE d'évaluer l'absence d'alternatives aux néonicotinoïdes pour 6 filières, c'est-à-dire d'identifier ce qu'on appelle des impasses. Cette saisine a débouché sur un rapport produit 5 mois plus tard, dirigé par un économiste de l'environnement. Ce rapport, dans son résumé de synthèse, met en avant des mesures de prophylaxie, c'est-à-dire de prévention, l'usage de pesticides non néonicotinoïdes, d'épidémiosurveillance, de mosaïque paysagère à nouveau, de biocontrôle, mais aussi la limite de ces méthodes et de la dimension complexe et de leur combinaison. Et précise que le biocontrôle ne pourra pas simplement se substituer aux néonicotinoïdes. Mais la diffusion des conclusions de ce rapport ont donné des interprétations. Donc un exemple, l'élu LR Olivier Blond. Il y a un rapport de l'INRAE qui vient de sortir qui dit aujourd'hui qu'il n'y a pas d'alternative. Il faut faire avec ce qu'on a. Pour l'instant, on n'a pas d'alternative efficace. Ou encore dans la bouche de la ministre Annie Jeanne Var lors de l'AG de la Confédération générale des planteurs de betteraves. Je ne leur ai pas demandé à INRAE de faire la synthèse de leurs certitudes scientifiques, je leur ai demandé de sortir de leur labo pour aller voir et discuter avec les professionnels, car la meilleure expertise, elle se fait au champ chaque jour. S'en est suivi le vote d'un amendement et la création d'un fonds d'urgence de 15 millions d'euros pour une filière en difficulté, etc., etc. Donc, je ne doute pas de la complexité du jeu d'acteurs sous-jacent. Il n'y a qu'à lire les formulations des saisines dans le rapport glyphosate 2017 auquel Christian avait dirigé, même, il me semble, et celui récent sur les néonicotinoïdes. La formulation de la saisine est très différente. Mais elle questionne notre stratégie collective et institutionnelle. Donc, si on accepte que notre rôle, c'est de trouver des solutions, que fait-on du cadrage qui en est fait et comment intègre-t-on le fait qu'il s'agit d'un exercice qui n'est pas neutre, autrement dit un exercice qui est profondément politique? Comme le rappelle le sociologue Alexis Aulagnier, qui m'excuse, il y a eu depuis quelques années une multiplication des plans de recherche d'alternatives qui sont vertueux sur le fond, mais dont la diffusion dans l'action publique doit poser des questions, puisque le fait de chercher des alternatives et la manière dont on les cherche peut avoir pour conséquence de disqualifier certaines solutions au profit d'autres. Pour résumer, disqualifier les solutions systémiques de reconception, de transformation du modèle agricole français pour des solutions de substitution. Donc la nouvelle doctrine qui implique d'interdire les interdictions dès lors que les alternatives sont absentes ou manifestement insuffisantes est donc un outil redoutable, non seulement pour empêcher que des molécules soient interdites, tant il est peu probable de trouver une option respectueuse de la biodiversité ou de la santé qui ait une efficacité directe comparable que les néonicotinoïdes par exemple, mais en ce qui nous concerne, de disqualification des solutions systémiques. Faut-il tenir bon sur l'importance d'une transformation en profondeur du modèle agricole dominant, même s'il ne répond pas au temps syndical ou politique, et qu'est-ce que cela veut dire? La question devient alors, pour nous, scientifiques d'INRAE, stratégique. Est-ce qu'il faut refuser de participer à ces saisines dans la mesure où la rhétorique « pas d'interdiction sans solution » est un puissant levier de statu quo? Est-ce qu'il faut se battre en interne dans le cadre du renouvellement du plan INRAE 2030 pour que certains mots ne disparaissent pas? Est-ce qu'il faut au contraire se protéger et protéger l'Institut en sortant volontairement certains concepts des actes stratégiques, donc en acceptant un changement de sémantique, et se préparer à mener certaines recherches sous le manteau? Le financement de la recherche par appel à projet rend ces changements de vocabulaire. Donc le financement de la recherche par appel à projet rend ces changements de vocabulaire très concrets, et ils ne sont pas abstraits.
Même s'il est possible de s'y contorsionner et on sait tous le faire, l'expérience montre que ce système, par ailleurs, en plus, sait recréer de la collégialité et de la liberté en son sein, même quand c'est très piloté. On pourrait accepter ces changements. Bien, est-ce qu'il faut se battre contre? Mais que dire? Faut-il défendre absolument le récurrent s'il est directement alloué par un pouvoir central qui aurait achevé un virage ultra-conservateur? Est-ce que ça nous protège? Je n'en sais rien. Donc la période agroécologique gouvernementale défendue par Stéphane Le Foll pendant le mandat de François Hollande était suivie scientifiquement par une profusion de travaux sur le sujet, bien qu'il soit entendu que la version gouvernementale était critiquée car floue, parfois ambiguë et sans doute un peu réductrice. Il y avait alors un alignement entre discours politique, programmation de la recherche et résultats scientifiques. Seulement, peut-être qu'il y avait quelques fragilités dans ce dispositif. L'agroécologie avait aussi beaucoup promis. Elle avait notamment promis de réussir à relever ensemble tous les défis, à la fois ceux de la production, de l'environnement, de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, même de la pauvreté, des problèmes de genre, etc. Comme me le faisait remarquer Joël Lallier, la science s'est ainsi trouvée sommée de sauver le monde, d'être une voie de salut, ce qui a sans doute eu pour effet de la placer dans une situation politique très particulière. Surtout qu'il est possible que l'agroécologie ne puisse pas toute seule résoudre l'ensemble des problèmes. Dans les recherches auxquelles j'ai participé, les résultats des pratiques agroécologiques étaient hétérogènes, avec certaines situations menant à des gains, à la fois sur le terrain environnemental et productif, d'autres non. Dans certains cas, par exemple, le blé, qui est une filière importante en France, des pertes assez importantes étaient possibles. Il avait aussi été avancé que les parcelles diversifiées au bio étaient plus stables que les parcelles conduites en conventionnel. Et en réalité, les données montrent un tableau plus complexe et ces questions ne sont pas, à ma connaissance, vraiment tranchées. Il y a aussi le fait que de nombreuses recherches montrent, et c'est assez évident, que la production agricole n'est qu'un maillon de filières qui sont, elles, organisées contre des pratiques et des territoires diversifiés. Est-ce qu'il est possible que nous ayons trop considéré le maillon de l'exploitation agricole et moins considéré son encastrement socio-économique et socio-technique? C'est possible. Donc, si on défend une reconception en profondeur des systèmes agricoles, est-ce qu'il faut rendre explicite, si on s'accorde sur ce point, qu'elle risquera d'entraîner des baisses au moins transitoires dans les niveaux de production et donc de revenus, s'ils ne sont pas compensés pour les agriculteurs, voire d'assumer que cela entraînera, si les régimes alimentaires ne changent pas, une dépendance transitoire accrue aux importations, ce qui veut aussi dire une externalisation des pollutions sur les pays tiers. Si les connaissances en agronomie semblent ouvrir des voies, ces échecs peuvent être compris comme une trop faible prise en compte des verrous socio-techniques et sociopolitiques. Est-ce qu'il ne serait pas stratégique de réorienter le débat sur des solutions, le débat sur les solutions, à la nécessité de financer massivement des recherches en sciences sociales pour analyser, par exemple, la façon dont le cadrage des politiques publiques rend les solutions d'agronomie systémique inopérantes? Depuis les années 2000, la recherche agronomique insiste sur la nécessité de transformation systémique, mais ces résultats semblent mis en échec au moment de leur traduction politique. On ne peut plus largement que constater l'échec des politiques environnementales, au moins de façon macroscopique, avec une dégradation à marche rapide des écosystèmes, de la qualité de l'eau, des émissions de gaz à effet de serre, de la santé humaine, etc. Comment comprendre ces échecs? Est-ce qu'il faut les nommer? Existe-t-il suffisamment d'espace pour réfléchir aux conséquences, non seulement en termes politiques, mais aussi en termes de politique des sciences, à la façon dont nous présentons ou défendons nos résultats dans l'espace public? Les attaques dirigées contre l'INRAE auront révélé de nouvelles formes de mobilisation, maniant caricature, intimidation, suspicion vis-à-vis des résultats de la recherche, voire de la profession tout entière, couplées à des atteintes manifestes à la liberté académique, laissées lettre morte par les pouvoirs publics. Sans vouloir faire l'oiseau de mauvais augure, même si je sais que je ne suis pas la seule pessimiste chronique dans cette salle, on pourra sans doute s'accorder sur le fait que cette situation risque de s'aggraver rapidement. Joël Lallier me disait, si le monde savant ne développe pas une stratégie politique, il va perdre. Il y a bien pourtant des leviers. Je dis ça comme ça. Ça va enregistrer, hein. Il y a l'autonomie du champ scientifique, il y a le fait que les sujets qui sont traités à INRAE sont des sujets qui touchent directement les citoyennes et les citoyens, l'alimentation, la santé notamment, et qu'à ce titre, des coalitions peuvent émerger, on en a vu l'été dernier. Et il y a aussi les recompositions d'alliances syndicales qui pourraient fragiliser la FNSEA dans les années à venir. Je saute et je conclue. De toutes ces questions, en tout cas, dépend plus largement l'avenir même de l'organisme, vu qu'il est menacé de façon explicite et récurrente et qu'il dépend des pouvoirs publics pour son budget, négocié tous les 4 ans sur la base de contrats objectifs, moyens et performances,
qui adosse celui-ci à des priorités scientifiques et stratégiques, décidées par le politique, lui-même soumis à des pressions exercées par des lobbies puissants et dans un cadre budgétairement très contraint. Si.